Voyons maintenant les médicaments de la sphère cardiaque. Nous allons parler dans ce cours de différentes classes de médicaments et nous allons commencer par les antihypertenseurs, avec au sein de ce grand groupe plusieurs familles, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou IEC, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, communément appelés ARA2, les inhibiteurs calciques, les bêta-bloquants, les diurétiques ou d'autres antihypertenseurs. Nous verrons ensuite les médicaments de l'insuffisance cardiaque, puis enfin d'autres médicaments de la sphère cardiaque comme les anti-angoureux, les inotropes ou les antiarythmiques. Voyons donc maintenant les antihypertenseurs. Selon la définition de la HAS, la Haute Autorité de Santé, l'HTA, et donc l'hypertension artérielle, est définie de façon consensuelle par une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure, mesurée au cabinet médical et confirmée au minimum par 2 mesures par consultation au cours de 3 consultations successives sur une période de 3 à 6 mois. Vous voyez donc que selon la définition, l'HTA ne repose pas sur une mesure ponctuelle de la pression artérielle, mais sur plusieurs mesures successives confirmées. Les antihypertenseurs, comme leur nom l'indique, réduisent la pression artérielle afin de maintenir celle-ci à une valeur normale, en cas d'hypertension artérielle initiale. Sur le long terme, le contrôle de la pression artérielle permet de réduire la morbidité cardiovasculaire. En effet, l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire, au même titre que ceux que vous voyez dans le tableau du haut, qui sont l'âge, le tabagisme, des antécédents familiaux d'accidents cardiovasculaires précoces tels que l'infarctus du myocarde avant l'âge de 55 ans, le diabète ou des dyslipidémies. Le niveau de risque cardiovasculaire est associé, vous le voyez, à la pression artérielle, c'est le tableau du bas, mais pas uniquement. Effectivement, on tient compte également des facteurs de risque cardiovasculaire associés et d'une éventuelle atteinte cardiovasculaire ou rénale. Vous voyez sur le tableau du bas que le risque est élevé chez ces patients, quel que soit le niveau de pression artérielle. Le traitement pharmacologique sera initié en cas d'hypertension, défini comme nous l'avons vu par une pression artérielle supérieure à 140/90. Notons que chez le patient diabétique et l'insuffisant rénal, le seuil est abaissé à une pression systolique de 130 et une pression diastolique de 80 mm de mercure. Chez les patients à risque modéré, le traitement pharmacologique est initié en cas d'échec des mesures hygiéno-diététiques. Ces mesures sont notamment la limitation de la consommation de sel, moins de 6 grammes par jour, la perte de poids, on vise un indice de masse corporelle inférieur à 25. Il faut également encourager un régime riche en fruits et légumes et pauvre en graisse, encourager l'activité physique régulière, limiter la consommation d'alcool et bien évidemment envisager l'arrêt du tabac. Le traitement pharmacologique sera instauré d'emblée si le risque est élevé, comme nous l'avons vu donc en cas de maladie cardiovasculaire ou rénale associée, ou en cas de chiffre tensionnel particulièrement élevé et de présence de facteurs de risque cardiovasculaire autres. La pression artérielle dépend de 2 paramètres, le débit cardiaque et les résistances périphériques totales. Le débit cardiaque est conditionné par la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique. Les résistances périphériques totales dépendent quant à elles notamment du calibre des vaisseaux. Nous allons voir que les médicaments antihypertenseurs agissent à ces différents niveaux, que ce soit la fréquence cardiaque ou la modulation du calibre des vaisseaux. En première intention, pour le choix du traitement, il faut privilégier la monoprise quand c'est possible. Effectivement, une prise par jour améliore l'observance, d'autant que les traitements antihypertenseurs sont des traitements de longue durée. Il faut expliquer les risques et le suivi, toujours pour favoriser cette observance, et en cas d'échec, on substituera par une autre classe thérapeutique où on envisagera une bithérapie, voire éventuellement une trithérapie, etc.
5 classes d'antihypertenseurs sont recommandées en première intention dans l'hypertension artérielle essentielle. On entend par essentielle une hypertension qui n'est pas secondaire à une cause qui explique cette HTA. Parmi les médicaments de première intention, notons les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou IEC, les antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2, ou ARA2, et les diurétiques. Les antihypertenseurs centraux et les alpha-bloquants sont quant à eux des antihypertenseurs de deuxième intention. Nous avons dit sur la diapositive précédente que lorsque la monothérapie est insuffisante, il faut envisager une bithérapie. Celle-ci sera initiée au bout de 4 semaines au moins en cas d'échec de la monothérapie. Les schémas d'association à respecter sont représentés sur cette figure. Vous voyez par exemple que les bêta-bloquants pourront être associés aux diurétiques thiazidiques ou aux inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques, quant à eux, pourront être associés aux diurétiques thiazidiques, aux bêta-bloquants, aux ARA2 ou aux IEC. Enfin, les IEC, par exemple, seront associés de façon privilégiée avec les diurétiques thiazidiques ou les inhibiteurs calciques. Ce schéma permet de voir qu'il y a certaines associations que l'on évitera, comme par exemple l'association entre IEC et ARA2. Parlons maintenant des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, que j'appellerai fréquemment IEC. Ces médicaments agissent sur le système rénine-angiotensine-aldostérone. En effet, les IEC empêchent l'activation de l'angiotensine 2. Or, l'angiotensine 2 a des effets multiples qui concourent à augmenter la pression artérielle. Par ailleurs, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion limitent la dégradation de la bradykinin, qui, elle, a un effet vasodilatateur. Ces deux effets vont augmenter le calibre des vaisseaux et diminuer la résistance vasculaire totale. Les principales indications des IEC sont l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque, dont nous reparlerons dans un prochain cours. Vous voyez sur ce schéma la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 1 puis en angiotensine 2, et cette dernière transformation se fait sous l'effet de l'enzyme de conversion. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, en bloquant cette enzyme, empêchent la formation de l'angiotensine 2 à partir de l'angiotensine 1. Par ailleurs, en bloquant la dégradation des kinines, notamment de la bradykinine, en produit de dégradation inactif, elle favorise une vasodilatation induite par cette bradykinine. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion commercialisés en France sont résumés sur cette diapositive. Vous voyez qu'il en existe beaucoup. Nous n'allons pas tous les reprendre. Certains, comme le ramipril, sont très utilisés en pratique, ou encore le perindopril. Notons que les IEC sont également commercialisés sous forme d'association avec des diurétiques ou des inhibiteurs calciques. Ces associations permettent une bithérapie en une seule prise par jour. On favorise donc la monoprise, qui est bénéfique pour l'observance, tout en administrant une bithérapie. Ces associations sont donc intéressantes en cas d'inefficacité d'une première ligne en monothérapie. Voyons maintenant la conduite du traitement, avec tout d'abord l'instauration d'un traitement par IEC, qui doit se faire à faible posologie, qui sera augmentée progressivement. Il faut surveiller la pression artérielle, car il y a un risque d'hypotension en début de traitement notamment. De la même manière, il faudra surveiller la créatininémie à cause du risque d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. En effet, en diminuant la perfusion glomérulaire, et donc le débit de filtration au niveau des reins, lié à la vasodilatation, les IEC entraînent une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Un autre effet indésirable des IEC est la toux sèche. C'est une toux persistante qui, dans certains cas, peut s'avérer très gênante. Elle nécessitera donc l'arrêt du traitement et un relais par antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2.
Enfin, autre effet notoire, c'est l'hyperkaliémie, l'augmentation donc du taux de potassium dans le sang. Parmi les interactions médicamenteuses des IEC, notons les médicaments hyperkaliémiants, qui favoriseront donc cette hyperkaliémie, ou encore les diurétiques, qui concourront à potentialiser l'insuffisance rénale fonctionnelle. Au niveau de la surveillance, il faut faire un bilan rénal régulier, surveiller la créatininémie, qui est le marqueur de l'insuffisance rénale, effectuer également un ionogramme, notamment pour surveiller la kaliémie. En cas de traitement diurétique ou de déplétion hydrosodée, il faudra surveiller la pression artérielle et s'il y a une hypotension brutale, coucher le patient. En cas de toux sèche, il faudra avertir le médecin qui pourra envisager un relais par ARA2. On peut également mentionner quelques effets indésirables transitoires qui ne sont pas graves mais qui peuvent être gênants, comme des rougeurs ou des troubles du goût, notamment avec un médicament ancien, le captopril. Effectivement, ce médicament donne une sensation de goût métallique dans la bouche assez désagréable. En résumé, donc, les IEC empêchent la vasoconstriction. Leur instauration doit se faire en augmentant progressivement la posologie. Ces médicaments sont hyperkaliémiants, il faudra donc surveiller la kaliémie. Ils peuvent entraîner une toux sèche, gênante, qui motivera un relais par antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2. Il faut effectuer également une surveillance rénale régulière à cause du risque d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Voyons maintenant une famille de médicaments très proche des IEC, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ou ARA2. On appelle également les ARA2 les sartans. En effet, vous verrez que les noms de ces molécules finissent tous par le suffixe sartan. Ces médicaments agissent également sur le système rénine-angiotensine-aldostérone. Ils empêchent l'effet de l'angiotensine par un mécanisme différent de celui des IEC. Leurs indications principales sont également l'HTA et l'insuffisance cardiaque. Vous voyez sur ce schéma que nous avons déjà vu tout à l'heure, l'angiotensine 2 qui se fixe sur ses récepteurs, deux types de récepteurs, les récepteurs AT1 et AT2, et c'est l'effet de la fixation sur les récepteurs AT1 qui va entraîner la libération d'aldostérone, la rétention hydrosodée et la vasoconstriction qui vont toutes concourir à augmenter la pression artérielle. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 vont se fixer sur les récepteurs AT1 et empêcher l'angiotensine 2 d'agir sur ces récepteurs-là. Il y aura donc une diminution de l'activité aldostérone dépendante, de la rétention hydrosodée et de la vasoconstriction pour aboutir à une diminution de la pression artérielle. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 disponibles sur le marché figurent sur la liste suivante. Notons parmi les plus utilisés le candesartan, irbesartan, valsartan ou encore l'olmesartan. Comme pour les IEC, ces médicaments sont commercialisés sous forme d'association avec des diurétiques, dont je vous ai donné quelques exemples sur cette diapositive. La mise en place du traitement sera similaire à celle des IEC, les effets indésirables également, à l'exception de la toux qu'on ne rencontre pas avec les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. En revanche, au niveau des interactions médicamenteuses, ce seront là encore les mêmes que les IEC. En résumé, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ou ARA2 empêchent la vasoconstriction. Leur instauration doit se faire en augmentant progressivement la dose. Ils sont hyperkaliémiants. Ils nécessitent un bilan rénal régulier à cause du risque d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et se présentent comme une alternative aux IEC, notamment en cas de toux. Voyons maintenant une autre famille de médicaments très utilisés en thérapeutique, ce sont les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants s'opposent à l'action des catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline, sur leurs récepteurs bêta-adrénergiques. Ces récepteurs sont de deux types, les récepteurs bêta 1 que l'on retrouve au niveau cardiaque
et les récepteurs bêta-2 que l'on retrouve au niveau périphérique, au niveau des vaisseaux, des bronches ou de l'utérus par exemple. Nous verrons plus en détail le mode d'action des bêta-bloquants dans un prochain cours. Les principales indications des bêta-bloquants sont l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, la prévention de la crise angineuse ou le post-infarctus du myocarde, certains troubles du rythme, mais ils ont également des indications en dehors de la pathologie cardiaque, notamment le traitement de fond de la migraine, ou encore des indications beaucoup plus marginales, comme le TRAC. Les bêta-bloquants sont classés en fonction de leur cardiosélectivité. En effet, nous avons vu sur la diapositive précédente que les récepteurs bêta-1 se situaient au niveau cardiaque. On cherche donc à avoir une action limitée aux récepteurs bêta-1. Cette propriété a un intérêt particulier chez les patients qui présentent une bronchopneumopathie chronique obstructive ou un diabète. L'activité sympathomimétique intrinsèque, notée ASI, est une propriété qui limite la bradycardie. En effet, cette propriété désigne la capacité d'un bêta-bloquant à se fixer sur le récepteur, à activer ce récepteur pour limiter la bradycardie. Enfin, un point important dans la classification, c'est le rapport entre hydrosolubilité et liposolubilité des bêta-bloquants. En effet, ce rapport va déterminer l'élimination hépatique ou rénale du médicament notamment, ainsi que d'autres propriétés pharmacocinétiques. Cela aura un intérêt chez les patients insuffisants hépatiques ou insuffisants rénaux. En effet, chez un patient insuffisant rénal, si l'on peut choisir un bêta-bloquant éliminé par le foie, c'est évidemment préférable. Voici quelques exemples de bêta-bloquants commercialisés, avec dans la colonne de gauche du tableau les bêta-bloquants cardiosélectifs. Les bêta-bloquants hydrosolubles sont par exemple l'athénolol ou le bisoprolol. Ils seront principalement éliminés par le rein. Les médicaments liposolubles, comme le métoprolol, seront principalement utilisés par voie hépatobiliaire. Enfin, des médicaments mixtes seront éliminés par les deux voies. Vous voyez dans la colonne de droite du tableau des médicaments non cardiosélectifs, souvent plus anciens et moins utilisés. À noter le sotalol, commercialisé sous le nom Sotalex, qui est utilisé comme antiarythmique. Il existe également de nombreuses associations, notamment avec des diurétiques, que je n'ai pas fait figurer dans ce tableau. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Là encore, en début de traitement, il faudra augmenter progressivement la posologie pour éviter le risque d'hypotension brutale. La posologie optimale peut être atteinte en 1 mois. Une prise par jour est en général suffisante. Parmi les effets indésirables des bêta-bloquants, on retrouve des effets bénins, les troubles digestifs, la bradycardie, quand elle est asymptomatique, des insomnies, des cauchemars, notamment pour les bêta-bloquants lipophiles, des picotements des doigts ou des orteils qui sont liés à une ischémie. Dans certains cas, l'intensité de ces effets indésirables sera plus importante et nécessiteront l'arrêt du traitement. Ça sera le cas par exemple d'une bradycardie sévère, d'une chute tensionnelle, d'un bloc auriculo-ventriculaire, d'une crise d'asthme ou d'un syndrome de Raynaud qui correspond à une ischémie paroxystique des extrémités. Parmi les précautions d'emploi, il faut noter de ne jamais interrompre brutalement le traitement. En effet, cela exposerait à un effet rebond à l'arrêt du traitement, avec augmentation de la pression artérielle à un niveau parfois supérieur au niveau initial. Il faut renforcer la surveillance, notamment chez le sujet âgé, à cause du risque d'hypotension. Prudence également en cas de bronchopneumopathie chronique obstructive, car les bêta-bloquants, même si ils sont pour la plupart d'entre eux maintenant sélectifs des récepteurs bêta-1, peuvent agir au niveau pulmonaire en entraînant une bronchostriction. Chez les patients asthmatiques, les bêta-bloquants sont contre-indiqués et il faudra être particulièrement prudent en cas de BPCO. Chez le sujet diabétique, c'est un autre problème. Les bêta-bloquants peuvent masquer les signes d'hypoglycémie
qui sont effectivement médiés par les catécholamines. Les bêta-bloquants sont arrêtés 24 heures avant une intervention chirurgicale. Certaines contre-indications sont importantes, comme le bloc auriculo-ventriculaire non appareillé, une insuffisance cardiaque non contrôlée, l'asthme ou le syndrome de Raynaud. Notons tout de même que l'insuffisance cardiaque, j'insiste sur ce point, est aujourd'hui également une indication des bêta-bloquants, mais dans des modalités très particulières dont nous reparlerons dans un prochain cours. Au niveau de la surveillance, il faudra donc insister sur la nécessité d'une bonne observance et notamment informer le patient de ne pas interrompre son traitement brutalement, à cause de l'effet rebond dont nous parlions précédemment. Il est recommandé de prendre le bêta-bloquant à une heure de prise régulière. La fréquence cardiaque doit être maintenue au-dessus de 50 battements par minute et il faut vérifier la tolérance bronchique. Il faut avertir le médecin en cas de blocage à l'effort. Ces effets indésirables, s'ils peuvent être gênants au début de traitement, s'estompent en général progressivement. Il faut donc rassurer le patient à ce niveau-là. La prise des bêta-bloquants le matin peut par ailleurs limiter certains effets indésirables comme l'hypotension ou les cauchemars. En résumé, les bêta-bloquants inhibent les récepteurs bêta-adrénergiques au niveau cardiaque notamment. On les classe selon leur sélectivité, leur activité sympathomimétique intrinsèque et leur ratio hydrophilie-lipophilie. Ils ont de nombreux effets indésirables, notamment l'hypotension, la bradycardie. Ils sont pris une fois par jour, on augmente la dose progressivement, il faut surveiller la fréquence cardiaque et ne pas arrêter le traitement brutalement. Quatrième famille d'antihypertenseurs de première intention, les inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques empêchent l'ouverture des canaux calciques, ce qui va entraîner une diminution de la contractilité myocardique et une diminution du tonus des fibres musculaires des vaisseaux. Cette dernière propriété va permettre une vasodilatation que l'on recherche dans l'indication HTA. Les principales indications des inhibiteurs calciques sont donc l'hypertension artérielle, dont l'urgence hypertensive pour certains médicaments administrés par voie IV, l'angor, les troubles du rythme ou encore le syndrome de Raynaud. Il est important de noter qu'il existe deux grandes catégories d'inhibiteurs calciques. Certains vont avoir des effets vasculaires prédominants. On les appelle les dihydropyridines. Leur principal effet pharmacologique sera donc une vasodilatation artérielle. Parmi ces médicaments, la nifedipine, la nicardipine, l'amlodipine ou la lercanidipine sont très utilisés, notamment dans l'hypertension artérielle. Ce sont ces médicaments, les dihydropyridines, que l'on utilisera préférentiellement dans l'hypertension artérielle essentielle. Notons que la nifedipine est également utilisée dans le syndrome de Raynaud. Une deuxième catégorie d'inhibiteurs calciques a des effets cardiaques prédominants. Leur action pharmacologique principale va être le ralentissement du rythme cardiaque. Ces médicaments sont le verapamil, commercialisé sous le nom d'isoptine, et le diltiazem, Tildiem. Ils sont indiqués notamment dans le post-infarctus, l'angor, certains troubles du rythme, souvent en alternative aux bêta-bloquants. Les critères de choix de ces médicaments dépendront donc de la pathologie associée. En cas d'artériopathie des membres inférieurs ou d'angor, on utilisera plus volontiers un médicament à visée cardiaque. En cas d'hypertension artérielle essentielle, les dihydropyridines, qui agissent essentiellement au niveau vasculaire, seront préférés. Dans tous les cas, on privilégie là encore la monoprise. Les principaux effets indésirables des inhibiteurs calciques sont les œdèmes, les rougeurs de la face, qu'on appelle flush de la face, les hypotensions orthostatiques et les céphalées, qui sont liées à une vasodilatation au niveau central. Les effets cardiaques dépendent de la catégorie d'inhibiteurs calciques. En effet, les dihydropyridines vont plutôt entraîner une tachycardie qui va être secondaire à la vasodilatation. En revanche, l'isoptine et le tildiem ont un effet bradycardisant. Il faut prendre les inhibiteurs calciques au moment des repas pour améliorer leur tolérance digestive. Surveiller l'apparition éventuelle d'œdèmes, notamment au niveau des membres inférieurs. Et attention aux troubles du rythme,
avec notamment le verapamil et le diltiazem. Là encore, il faut rassurer les patients sur les effets liés à la vasodilatation, qui sont prédominants en début de traitement, mais qui s'estompent généralement. Insister également sur l'observance, qui est toujours un problème dans une maladie comme l'hypertension artérielle, qui est souvent asymptomatique. En résumé, les inhibiteurs calciques bloquent l'ouverture des canaux calciques, ils réduisent ainsi la contractilité myocardique et le tonus des vaisseaux. Ils sont classés en 2 grandes catégories, avec des indications spécifiques à chacune. Les effets indésirables sont liés à la vasodilatation. Il s'agit notamment des œdèmes, des céphalées, du flush. Il faut prendre les inhibiteurs calciques au moment des repas, et la surveillance est essentiellement clinique, le rythme cardiaque et les œdèmes. Voyons maintenant les diurétiques. On classe les diurétiques en 2 grandes familles, les diurétiques hypokaliémiants, donc qui diminuent la kaliémie. On retrouve parmi eux les diurétiques de l'anse, parmi lesquels le furosémide, commercialisé sous le nom de l'Azilix, est un médicament très utilisé. Les diurétiques thiazidiques et leurs apparentés sont également des diurétiques hypokaliémiants, très utilisés, notamment l'hydrochlorothiazide, qui figure dans de nombreuses associations avec d'autres médicaments comme les bêta-bloquants ou les IEC. Les hyperkaliémiants sont notamment les médicaments anti-aldostérone. On compte la spironolactone, commercialisée sous le nom d'aldactone, et l'éplérénone, Inspra. D'autres médicaments, comme l'amyloride, sont utilisés dans certains cas. Notons qu'il existe des associations Notons qu'il existe des associations de diurétiques hypokaliémiants plus hyperkaliémiants afin d'essayer de maintenir une kaliémie qui soit stable. Ces associations sont par exemple l'aldactazine, le logirène ou modurétique. Les critères de choix du traitement se feront selon la kaliémie, mais également selon la fonction rénale. En effet, on peut utiliser les diurétiques de l'anse en cas d'insuffisance rénale sévère, ce qui n'est pas le cas des autres catégories de diurétiques. Dans l'hypertension, les diurétiques sont fréquemment utilisés en association aux autres médicaments comme les IEC ou les bêta-bloquants. Nous avons vu certaines de ces associations précédemment. Les principaux effets indésirables des diurétiques sont la déshydratation. Il faudra faire particulièrement attention chez le sujet âgé, mais aussi en cas d'association à d'autres médicaments qui provoquent des insuffisances rénales fonctionnelles comme les IEC ou les ARA2. Autre effet indésirable, les dyskaliémies, hypo- ou hyperkaliémie, qu'il faudra surveiller et corriger si nécessaire. Parmi les autres effets indésirables, on note une hyperglycémie, une hyperuricémie, une gynécomastie et des troubles des règles avec les anti-aldostérones. Les diurétiques sont déconseillés chez la femme enceinte ou qui allaite. Parmi les interactions médicamenteuses, notons que les diurétiques vont potentialiser la néphrotoxicité des AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou des aminosides, qui sont des antibiotiques. L'association au lithium pourra entraîner des modifications de la lithémie. Par ailleurs, avec tous les médicaments qui modifient la kaliémie, il faudra effectuer une surveillance adéquate, que ce soit avec les médicaments hyperkaliémiants, comme les IEC ou les sels de potassium, ou les médicaments hypokaliémiants, comme l'amphotericine B, les corticoïdes ou certains laxatifs. Enfin, certains médicaments sont toxiques s'il y a des troubles de la kaliémie. C'est le cas notamment des digitaliques ou des médicaments qui allongent l'espace cuté. Il faudra donc là encore surveiller la kaliémie, car une hypokaliémie ou une hyperkaliémie due aux diurétiques pourrait potentialiser la toxicité de ces médicaments-là. La surveillance clinique d'un traitement par diurétique repose essentiellement sur le poids, mais également la pression artérielle, debout et couché, l'ionogramme sanguin et urinaire. Une kaliémie normale doit être maintenue, donc entre 3,5 et 5 mmol par litre. Attention également à l'état d'hydratation. La glycémie et l'uricémie seront contrôlées en cas de traitement par diurétique de l'anse ou diurétique thiazidique, et il faut assurer un apport hydrique suffisant. Il faut conseiller aux patients de prendre les diurétiques le matin ou à midi.
En résumé, les diurétiques sont des médicaments qui potentialisent l'élimination urinaire du sodium et de l'eau. On classe les diurétiques en fonction de leur effet sur la kaliémie, diurétiques hypokaliémiants ou hyperkaliémiants. Ils sont très fréquemment utilisés en association dans l'hypertension artérielle, association avec d'autres médicaments comme les IEC, les ARA2, les bêta-bloquants. Il faut veiller à maintenir un apport hydrique suffisant. Attention à la déshydratation, notamment chez les sujets âgés. La surveillance est biologique et clinique. Voyons maintenant très succinctement les autres antihypertenseurs de deuxième intention, avec tout d'abord les alpha-bloquants, parmi lesquels on note la prazosine et l'urapidil. Ces alpha-bloquants sont utilisés uniquement en cas d'inefficacité des antihypertenseurs de première ligne. On les utilise en association et ils ont un effet hypotenseur très marqué. Les antihypertenseurs centraux, comme la rilménidine, l'alpha-méthyldopa ou la clonidine, sont des médicaments anciens utilisés en dernière intention, jamais en monothérapie, qui peuvent entraîner des troubles du système nerveux central, comme notamment des dépressions. Il ne faut pas les arrêter brutalement. Les vasodilatateurs directs, comme le minoxidil ou le diazoxide, sont des traitements de dernière intention, associés aux traitements conventionnels, ou des traitements d'urgence. Leur effet hypotenseur est très marqué et leur tolérance est mauvaise. Voici pour terminer ce chapitre sur les antihypertenseurs quelques questions. Les ARA2, antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ont pour principaux effets indésirables une toux, une hyperkaliémie et une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. C'est faux, ces médicaments n'entraînent pas de toux, contrairement aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou IEC. En revanche, ils entraînent bien une hyperkaliémie et une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. L'arrêt brutal des bêta-bloquants expose à un risque d'effet rebond. C'est vrai, et pour cette raison, il faudra veiller à arrêter progressivement le traitement. Enfin, dernière question, tous les diurétiques sont hypokaliémiants et nécessitent donc une supplémentation potassique. C'est faux. Les diurétiques sont hypokaliémiants ou hyperkaliémiants selon les familles. La supplémentation potassique est généralement nécessaire lors d'administration de diurétiques de Lens à forte dose, mais elle sera guidée par la kaliémie.